Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau webinaire Terraillon, donc dédié au sommeil. Webinaire qui s'inscrit dans le cadre du changement d'heure qui aura lieu le dernier week-end d'octobre, hein, puisque à 3 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, il sera 2 heures. Et on sait que, évidemment, on va gagner 1 heure de sommeil, mais ça va provoquer quelques turbulences chez les enfants, mais pas que, aussi chez les adultes. Et on aura peut-être pour certains beaucoup plus de difficultés à s'en remettre dans une période qui est aussi un peu plus difficile à vivre parce qu'il y a une baisse de la lumière et des changements qui vont jouer sur notre horloge biologique. Et puis, bien évidemment, je suis très heureux de retrouver le docteur François Duforez pour ce format digital. Cette année, on a pour titre changer ses habitudes au quotidien, la clé pour un sommeil réparateur. Alors, bon, je ne présente plus le docteur Duforez, un médecin du sport et du sommeil qui est fondateur de l'European Sleep Center. François nous accompagne depuis 2016 hein, sur toute l'exploration des objets dédiés au sommeil et à l'évolution de Terraillon dans sa stratégie liée au sommeil. Vous le savez, le docteur Duforez est spécialiste des performances de haut niveau. Il coach notamment les marins du Vendée Globe et de la Route du Rhum, les footballeurs de l'AS Monaco, la Fédération française de football, et il travaille déjà avec la Fédération de hand pour les JO 2024. Il est à l'origine de nombreux programmes de santé qui sont développés pour les sportifs de haut niveau et notamment pour mieux prendre en compte la gestion de leur sommeil. Alors, ce webinaire s'inscrit pleinement dans une actualité riche pour Terraillon, puisque cette semaine, nous lançons la Sleep Week Challenge à destination du grand public. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau et sur lequel on a la volonté de rebondir, et notamment à travers ce webinaire. Et l'idée, c'est de repenser un peu nos routines de sommeil. Et vous le savez peut-être, pour François Duforez, les troubles du sommeil ont pour origine des facteurs que nous pouvons individuellement, personnellement changer. Et l'objectif de ces routines, c'est de retrouver un sommeil réparateur et d'éviter malheureusement le recours aux somnifères. Et vous le savez, en France, nous sommes de grands consommateurs de ces somnifères. Alors, on sait que le sommeil est un besoin fondamental humain, comme la nourriture ou l'oxygène, et que le manque de sommeil est à l'origine de nombreuses maladies chroniques hein, que vous connaissez parfaitement bien, et surtout de risques d'obésité qui nous concernent particulièrement chez Therion, puisque c'est notre mission depuis bientôt plus de 70 ans. Mais c'est aussi une façon de se sentir bien mentalement, bien dormir, bien se sentir mentalement. C'est un vrai sujet qu'on abordera avec François. On sort d'une pandémie mondiale. Mon objectif n'est pas de me consacrer sur ce sujet-là, même si on voit bien que la période est quand même propice au rhume et au début de la fameuse 8e vague. Et pourtant, une étude récente a montré dans 49 pays que voilà, à peu près 40% des personnes sondées ont déclaré que leur sommeil était pire qu'avant la pandémie et que chez certains et ceux qui ont été sondés, l'utilisation des somnifères avait augmenté de 20%. Donc, quand on regarde un petit peu les recherches sur Google, on se rend compte que insomnie, notamment, a explosé dans le monde et que, en prenant les États-Unis comme exemple, la consommation de mélatonine, hein, le petit cachet qui vous permet de favoriser votre hormone du sommeil, a augmenté de 43% depuis 2020. Donc la première question que j'ai envie de poser à François Duforez, c'est finalement, afin de lancer le débat, est-ce que cette pandémie n'a pas créé une nation d'insomniaques? François, je vous laisse. Alors François s'appelle Vinciane ce matin parce qu'évidemment, on lui a prêté un PC, mais vous avez le docteur François Duforez, donc notre sommité sur le sommeil qui va effectivement nous expliquer tout ça et nous rassurer sur cette nation d'insomniaques qui s'est révélée récemment. François, je vous laisse la Je me parole. permets juste d'intervenir maintenant parce que je suis votre modératrice et donc je suis Anne de Candeler, responsable marketing chez Terraillon. Et donc du coup, je vous invite à bien couper vos micros pendant le webinaire et à poser vos questions dans le chat. Et on prendra du temps entre chaque partie pour répondre à vos questions. Et donc du coup, je vais laisser Dr Duforez commencer à vous parler du sommeil et par la suite, on parlera un petit peu des changements d'habitude pour améliorer la qualité de son sommeil. Ok. Bien, ben, merci Didier hein, de ton introduction.
tu parlais que j'allais peut-être vous rassurer, c'est pas évident. Parce que cette pandémie a été justement un révélateur de tendances qui existaient latentes avant cette problématique. Pour vous donner un exemple très concret, vous savez que tous les ans, il y a un baromètre sur le sommeil des Français. Et en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, on s'est aperçu que pour la première fois, la population française avait dormi 6h42 en moyenne, hein, sur un échantillon représentatif, et que donc pour la première fois, la population française dormait moins de 7 heures en moyenne par nuit. Et donc, c'était jamais arrivé. Et ça correspondait en fait à tout ce qui s'est passé dans d'autres pays, notamment des pays avec des technologies extrêmement importantes. Je pense au Japon où les gens dormaient en moyenne 6h15, aux États-Unis 6h30 et ainsi de suite, ce qui correspond également à des courbes sur l'obésité qui se croisent, c'est-à-dire que moins on dort, plus on grossit pour des raisons métaboliques et comportementales. Et donc, les courbes commençaient à se croiser. Et en France, on a vu aussi apparaître cette problématique. Donc là, on était en mars 2019 et on n'était pas encore à la pandémie. La pandémie arrive et ce qui s'est vraiment, je pense, c'est intéressant à partager avec tout à chacun, c'est le fait que cette pandémie a eu plusieurs épisodes et que les spécialistes du sommeil, notamment l'épidémiologie, et notamment à l'Hôtel-Dieu, où on est un centre du sommeil, mais qui est également un centre européen d'épidémiologie des troubles du sommeil, on a vu apparaître des choses tout à fait intéressantes et qui continuent à apparaître et à se mettre en place. Donc, si on reprend la chronologie, dans un premier temps, quand la pandémie est arrivée, vous vous souvenez, c'était, je crois, mi-mars 2020, les gens se sont retrouvés confinés. Et c'est là où on a vu que l'environnement avait un rôle extrêmement important sur la qualité et la quantité du sommeil. Parce que dans un premier temps, au mois de mars, c'était vraiment quelque chose qui ne dépendait pas des gens. Il faisait beau, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était au printemps. Et globalement, au niveau épidémiologique, ben, on s'est aperçu que les gens ont mieux dormi. Ils ont dormi plus longtemps, et pour une raison très très simple, c'est qu'il n'y avait pas les temps de transport. Et donc, comme dans les métropoles, notamment, que ce soit en France, mais on a fait ça dans d'autres pays également, eh bien, les temps de transport, par exemple parisiens, prenaient généralement entre 1 heure et 3 heures par jour. Eh bien, quand on est chez soi, eh bien, finalement, on dort le matin, et il y avait une récupération qui s'est faite dans un premier temps. Je parle globalement, hein, bien sûr. Hein. Et donc, premier temps de la manœuvre, ça c'est mieux passé. Ensuite, le confinement a duré un petit peu et on a vu apparaître d'autres problématiques, je dirais pas de pathologie, mais des problématiques, ce qu'on appelle, nous, d'horloge biologique. L'horloge biologique, c'est-à-dire que le fait que les gens étaient chez eux, bah, parfois s'ennuyaient, ont perdu les rituels qui étaient des rituels sociaux, d'aller sortir au restaurant, d'aller boire un coup avec des amis ou avec de la famille. Et on a vu apparaître autre chose, c'est-à-dire l'explosion notamment au niveau, je dirais, industriel de Netflix, de toutes ces séries que les gens en sont mis à regarder parce qu'ils ben, s'embêtaient, mais c'est tellement bien fait ces séries que les gens, au lieu de passer 3 quarts d'heure sur une série, sur un épisode, ben, c'était 2, 3, 4 épisodes. Et donc on a eu toute une gamme de populations, notamment chez les jeunes, qui se sont mis à s'endormir à 3, 4 heures du matin. Donc si vous n'aviez pas de travail le lendemain, ça allait. Mais si par contre, comme le travail s'est remis en place, notamment avec les visioconférences, ben, l'heure sociale pour travailler, c'était toujours du 9 heures du matin. Et c'est là où on a vu une contraction des rythmes de sommeil, et notamment des temps de sommeil, chez les jeunes généralement. Et bon, pour avoir suivi notamment des footballeurs à ce moment-là, on a vu des footballeurs qui dormaient que 4-5 heures par nuit. Et c'est là où les problèmes de santé peuvent commencer. Je ne parle pas de problèmes cardiovasculaires, mais de problèmes de blessures ou voire des problèmes de type anxiété, dépression qui ont explosé dans les populations jeunes. Donc ça s'est fait progressivement. Et puis arrive en mois de novembre, deuxième confinement, où là, c'est pas du tout pareil, parce que d'abord, il fait pas beau. La nuit commence à tomber, le changement horaire était arrivé, et il fait nuit à 5-6 heures. Et là, on a une explosion des troubles de l'insomnie, qui sont des gens qui ont des difficultés à s'endormir, c'est une chose, mais une fois qu'ils s'endorment, ils se réveillent la nuit sans pouvoir se rendormir, ils sont fatigués le matin, l'humeur va jouer avec des gens qui deviennent un petit peu dépressifs, ça déprime, en fait, c'était des dépressions saisonnières qui ont été créées, et là on est passé de troubles du sommeil ressentis, hein, ça ne veut pas dire pathologiques, mais ressentis qui étaient de l'ordre de, en gros 49% avant la pandémie, à 70%, plus de 70%.
Et ce nombre perdure. Et donc là, on a eu une réflexion sur des gens qui se sont mis à dire « je dors pas bien, pourquoi je dors pas bien ?» dans un contexte très incertain, avec deux choses qui sont arrivées. C'est l'immédiateté. Maintenant, par les visioconférences, je peux parler à distance n'importe où, n'importe quand. Et ça a explosé aussi. Et avec cette notion également d'incertitude, où finalement, la problématique, c'est que le 24 février, il y avait des experts sur la pandémie, et le lendemain, tous ces experts médicaux avaient disparu, étaient remplacés par des experts militaires, parce que la guerre en Ukraine arrivait. Donc, il y a plein d'événements intercurrents qui se produisent dans nos vies, et qui fait que la rythmicité du sommeil, qui est quand même très liée à nos gènes de plus de 200 000 ans, hein, l'Homo sapiens, toutes ces choses-là ont tendance à disparaître. Et on a vu donc l'explosion épidémiologique de ces troubles du sommeil, l'insomnie, les troubles de l'horloge biologique, et puis la sensation que finalement, de quels moyens on dispose. On va peut-être parler justement des techniques qui sont liées à cette pandémie qui est arrivée, à ces troubles du sommeil épidémiologiques qui sont arrivés, qui ont fait que les gens se sont dit, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres moyens que de prendre des somnifères et d'aller voir un médecin parce que je ne dors plus? Et du coup, on parlait de l'impact sur le rythme biologique de l'alternance nuit-jour. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi un peu plus de ça? Alors là aussi, sans être dans les théories évolutionnistes, c'est assez intéressant de voir que cette horloge biologique, déjà, depuis 2017, c'est le prix Nobel. Prix Nobel, les Américains, qui ont mis en évidence le fait qu'il y avait un côté génétique très important pour déterminer de quel type on était, si on était plutôt du matin, plutôt intermédiaire, plutôt du soir. C'est une courbe de Gauss. Et en fait, il y a à peu près 25% des gens qui sont plutôt du matin, 25% des gens qui sont plutôt du soir, et le reste étant intermédiaire. Mais c'est profondément génétique. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'est aperçu que c'était très lié à la lumière aussi, ces choses-là. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde d'où les gènes, d'où nous sommes issus en termes génétiques, l'Homo sapiens a commencé à, je dirais, essaimer à partir de la Corne de l'Afrique, où quand on regarde la lumière dans les zones tropicales, on s'aperçoit qu'il fait jour à 6 heures du matin, il fait nuit à 18 heures. Donc la rythmicité, c'est 12 heures d'obscurité pour 12 heures de jour. Donc c'était très bien, sauf que l'Homo sapiens, qui est a priori dans son muscle et le cerveau, a commencé à essaimer partout. Et je vous la fais rapidement. Mais quand l'Homo sapiens a commencé à arriver dans le nord de l'Europe ou le nord de l'Amérique, c'est-à-dire là où il y a encore des zones habitées près du pôle Nord, en pôle Sud, il n'y a pas de zone habitée, donc il n'y avait pas de mesure épidémiologique des troubles du sommeil. Mais en attendant, on s'aperçoit qu'en ce moment, les gens qui sont plus soumis à des troubles du sommeil sont les gens qui sont le plus sensibles au manque de lumière ou parfois à trop de lumière. Par exemple, d'un point de vue concret, quand on parlait des consommations de psychotropes, notamment en France, il faut savoir que les plus grands consommateurs de médicaments psychotropes, hypnotiques, sont les Scandinaves, en général, les Canadiens, parce que généralement, lorsqu'ils sont en hiver, eh bien, il fait nuit 20 heures sur 24 et il fait jour que 4 heures. Et là, on a beaucoup de gens qui sont soumis à des dépressions. Alors, on appelle ça dépression saisonnière, mais c'est essentiellement aussi lié à des troubles du sommeil et puis à des troubles du comportement alimentaire. Mais l'été, c'est des gens qui vont se retrouver avec il fait jour 20 heures et il fait nuit 4 heures. Et là, on a des gens qui sont totalement insomniaques. Donc, c'est un modèle expérimental de troubles du sommeil qui est lié à une perturbation, mais je dirais totalement normale, du manque de lumière ou de trop de lumière à un moment où il faudrait quelque chose qui soit calé par rapport à nos gènes. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point aussi que je pense qui est important, on s'aperçoit de plus en plus que si on veut avancer dans le sommeil et dans les rythmes veille-sommeil, savoir si je suis du matin, intermédiaire du soir, ça devient clé, mais savoir si je suis un court dormeur, un moyen dormeur ou un long dormeur. Les études épidémiologiques disent qu'il faudrait 7 heures par 24 heures pour récupérer. C'est vrai, mais au niveau statistique, vous avez dans la population générale des courts dormeurs à 6 heures. À moins de 6 heures, il y a des problèmes de santé, mais à 6 heures, il y a des gens qui dorment 6 heures, ça se passe bien. Et puis, il y a des longs dormeurs qui sont des gens qui dorment à 9 heures. Et cette combinatoire de je suis un court dormeur, un moyen dormeur, un long dormeur, avec je suis du soir ou intermédiaire ou du matin, va se coïncider à des problématiques qui sont une horloge sociale cette fois-ci. Cette horloge sociale, c'est à quelle heure je dois travailler. Or, généralement, notamment en France, on embauche
généralement aux mêmes heures, que ça soit l'été ou que ça soit l'hiver. Est-ce que c'est des choses qui sont normales? Physiologiquement, pas tout à fait. C'est pour ça que chez les jeunes, notamment, aux États-Unis et en Angleterre, on s'est aperçu que les jeunes avaient des retards de phase de plus en plus importants. Ils avaient besoin de beaucoup de sommeil puisque c'est des jeunes adultes qui sont en train d'apprendre beaucoup de choses et qu'à 8 heures du matin, dans les lycées ou dans les universités américaines, ben, il n'y avait pas grand monde puisque les gamins étaient en déficit de sommeil. Donc, dans certaines universités ou collèges anglo-saxons, ils ont décalé l'heure pour arriver justement en cours, parce que sinon les gens n'étaient pas présents. Donc cette notion à la fois génétique, d'horloge biologique et puis d'habitude de sommeil est extrêmement importante. Et je vous donne un exemple pour vous dire l'influence que ça peut avoir. Il y a un profil qui est un profil compétiteur dans le sommeil, qui sont les courts dormeurs du soir. Être court dormeur du soir, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me couche à 1 heure du matin, je m'endors à 1 heure du matin, je vais dormir 6 heures, c'est-à-dire qu'à 7 heures, je vais être en pleine forme, je vais envoyer mes mails, je vais passer mes coups de fil, ainsi de suite. Donc, au niveau du boulot, c'est vraiment des gens qui sont bien armés pour être bien vigilants pendant longtemps, et à la fois le soir, mais également ils sont présents le matin. Sauf que c'est des gens qui, dans leur environnement ou familial ou professionnel, sont des gens épuisants, puisque, évidemment, tout le monde n'a pas le même rythme. Et déjà, la première chose à voir quand les gens nous disent « je dors pas bien, j'ai des problèmes de récupération, je me sens fatigué », c'est de savoir quels dormeurs ils sont, quel type de dormeurs ils sont pour avoir les conseils les plus adaptés possibles. OK et du coup sur la partie changement d'habitude, on sait que, le sommeil aime la routine, aime les rituels. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour justement, avoir des meilleures habitudes de sommeil? Déjà, si on dort bien, il ne faut rien changer. Donc ça, c'est le point clé. C'est que les bons dormeurs qui s'ignorent, il peut y en avoir, hein. Il y a plusieurs réponses à votre question. Pourquoi c'est routine ou c'est rituel? D'ailleurs, pas tout à fait la même chose, parce que routine, c'est une habitude, rituel, parfois, c'est conscientisé. Il y a quelque chose qu'on va mettre en place et qui fait du bien. Je pense qu'il y a déjà une mesure extrêmement évidente, c'est que le cerveau n'est pas un ordinateur on-off. Or, on a un peu l'impression, étant environné de tous ces ordinateurs, qu'on fonctionne de la même manière. Or, le cerveau humain, c'est une boule de graisse qui évolue quand même relativement lentement en fonction des générations, qui n'a pas, pour l'instant, hein, une fente qui nous permet de rajouter de la mémoire vive pour justement bien apprendre la nuit ou bien raisonner le jour. Et ça veut dire que très pratiquement, on ne peut pas désamorcer le cerveau pour dire je vais dormir, je décide de dormir et hop, je dors. Certains arrivent à le faire, mais ils sont rares. Et puis de l'autre côté, hop, je me lève et je suis présent et je vais être à 100% dès le début. Le cerveau, il a besoin à la fois de température, de lumière, même je dirais de nutriments, hein, de descendre progressivement vers un autre état de conscience qu'on appelle le sommeil. Et il se passe plein de choses dans le sommeil, on va peut-être en parler. Et puis en fin de nuit, en début de justement de matinée, repartir dans l'autre sens, remettre le cerveau en température pour qu'il puisse bien aborder la journée. Et c'est là où les rituels deviennent importants, c'est que ça prend un peu de temps, c'est aussi fonction des gens. On va peut-être détailler là où on peut agir, mais il faut un certain temps pour que le cerveau puisse se refroidir pour rentrer dans le sommeil, un certain temps pour qu'il puisse se réchauffer, pour repartir, affronter la journée du lendemain, qui sera évidemment pleine d'incertitudes, puisque on manque d'essence, on manque de train, par exemple, hein, je veux dire, ça c'est très ponctuel, mais c'est des choses qui peuvent arriver, et affronter la journée du lendemain. Donc concrètement, ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui dorment bien ont des rituels réguliers. Ça, c'est un point clé. Et non seulement réguliers le soir, mais c'est surtout le matin. Dans toutes les techniques dont on va parler, parce que je pense qu'on a un peu de temps, ce qu'on appelle nous les techniques, je ne parle pas de thérapeutique, je parle de techniques cognitivo-comportementales, c'est savoir cognitivo comment je fonctionne, qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui va me permettre d'affronter la journée du lendemain de la meilleure façon possible. Et pour ça, c'est la qualité de l'éveil qui va déterminer la qualité de la journée. C'est-à-dire qu'il y a un point clé qu'on dit pour désamorcer la problématique des gens, c'est pas parce que vous avez mal dormi une nuit que vous allez être mauvais le lendemain. On sait ça dans le sport de haut niveau, ce qu'on appelle l'anxiété précompétitive.
des gens qui disent oui, mais j'ai un match, il faut que je dorme. Il faut que je dorme, généralement, ça ne marche pas bien, hein, parce que pourvu que je me dorme, ça c'est encore pire. Et à quelle heure je vais m'endormir? Généralement, les gens un petit peu scrupuleux, anxieux, ils essayent de voir l'heure exacte à laquelle ils vont s'endormir, donc ils ne s'endorment pas. Ça, c'est relativement classique. Donc, toute cette problématique de dire, OK, je m'éveille bien, même si j'ai peu dormi, la pression du sommeil va augmenter dans la nuit et je vais mieux dormir les nuits d'après. Ça, c'est la première chose à faire, la qualité de l'éveil. Après, donc, toutes ces techniques, bon, on va peut-être les détailler en fonction des questions qui nous seront posées. Euh, je voudrais quand même dire une chose et rebondir sur le début de l'intervention de Didier sur la consommation justement d'hypnotiques. Euh, alors moi, je suis à l'Hôtel-Dieu où on voit des gens qui sont des problèmes de sommeil depuis 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc des gens qui soit ont pris déjà plein de médicaments et qui ne veulent plus en prendre, ou moins en prendre, donc c'est le phénomène de sevrage. Il y a aussi une autre génération de gens qui disent je ne veux surtout pas prendre de médicaments parce que j'ai lu que les hypnotiques, les médicaments, c'est dangereux pour mon cerveau. À long terme, ça peut poser des problèmes sur la mémoire, ainsi de suite, ce qui est vrai. Maintenant, les hypnotiques, il y en a plusieurs choses et plusieurs gammes. On va parler certainement de la mélatonine, puisque finalement, on sécrète sa mélatonine aussi régulièrement. On n'a peut-être pas besoin d'en prendre énormément par ailleurs. Et puis derrière, c'est cette notion justement de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens qui leur permettent de savoir où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a un passage vraiment très difficile parce qu'il arrive dans la vie qu'on ait des deuils, des séparations, des choses vraiment pas très sympas, qui fait que avec la meilleure volonté du monde, les troubles du sommeil sont très, très impactés. Là, il faut aider les gens. Et puis, qu'est-ce qui permet surtout comme technique de dire, je vais prendre des médicaments depuis 10-20 ans, comment m'en passer? Et ça ne peut marcher bien que par une éducation au sommeil. C'est par l'éducation au sommeil, et notamment chez les jeunes, je pense. Hein. Je pense déjà aux étudiants, je pense même aux écoliers, aux parents, aux professeurs, qui permettraient justement de dire, OK, je dispose de certaines techniques qui vont me permettre de passer un cap, parce qu'il est normal parfois de ne pas bien dormir. La vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et finalement, quand il se passe des choses dans son sommeil, c'est aussi une manière d'apprendre à affronter la journée du lendemain. Alors justement, si on parle un peu de technique, on sait que voilà, les Français qui dorment mal ont tendance à se tourner vers des solutions médicamenteuses, somnifères, effectivement, les comprimés de mélatonine qui sont hyper tendance en ce moment. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution beaucoup plus naturelle? Bien sûr, je pense aussi à la luminothérapie en particulier, qu'on a pu développer avec vous sur des solutions qui utilisent de la lumière rouge pour se coucher et de la lumière bleue pour se réveiller en douceur. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces différentes solutions? Vous avez du temps, hein, j'espère, hein, parce que il va se passer pas mal de choses. Euh, déjà, ce qui est intéressant, c'est quand on écoute des gens qui viennent nous voir, mais un centre spécialisé hein, sur l'insomnie, ils ont déjà essayé pas mal de trucs. Et donc, nous, on va leur proposer des choses qu'ils n'ont pas essayées déjà. Alors, ce qu'ils ont essayé classiquement, c'est ce qu'ils voient souvent à la télé ou dans les magazines, en disant bah, je vais essayer les plantes. Donc, est-ce que les plantes ont une vraie efficacité sur les troubles du sommeil? Alors, quand on fait ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on regarde sur toutes les publications mondiales, internationales, avec des comités de lecture, donc des choses qui sont solides, avec des bases évidentes, on s'aperçoit que oui, les plantes peuvent aider. Et la plante dont il y a le plus d'études qui ont été faites, c'est ça, c'est la valériane qui aurait un rôle sur l'anxiété et qui aurait donc un rôle de facilitation sur l'endormissement. Donc ça, c'est une chose qui a été validée et qui n'est pas idiote. Après, il y a la grande plainte des gens, c'est j'arrive à m'endormir finalement sans trop de problèmes, mais je me réveille la nuit. Et si je me réveille la nuit, qu'est-ce que je fais? Là, je vous parlerai après des techniques comportementales, mais parfois, certaines plantes peuvent vous aider à passer le cap. Alors, c'est l'escolzia, ce qu'on appelle le pavot de Californie, qui, sur certaines études, a bien montré une efficacité. Mais ça, c'est des efficacités qui sont généralement légères, et tant mieux, parce qu'on n'a pas d'effet secondaire par rapport aux hypnotiques. Le deuxième point qui fait qu'il y a une explosion de la mélatonine, et là, je voudrais je vais faire un petit point là-dessus, c'est qu'en fait, à la fois les médecins, mais aussi l'environnement a dit attention, les médicaments, ce qu'on appelle les hypnotiques, et dans les hypnotiques, il y a plusieurs choses. Hein, il y a
les endormisseurs ont été extrêmement prescrits, ce que nous on appelle les ZOZO, zolpidem, zopiclone, qui sont sortis dans les années 90, sont des médicaments intéressants parce qu'ils permettent de s'endormir plus facilement et avec des demi-vies courtes. Donc le lendemain, on n'est pas dans le potage. La problématique, c'est que les médecins, on leur a mis le doigt dessus en disant attention, si vous prescrivez ça d'une manière trop continue, d'abord le cerveau il n'aime pas, parce qu'à terme, ça va jouer sur des cellules de l'hippocampe, ces cellules de la mémoire. Donc ça, maintenant, c'est clairement identifié. En plus, si vous en prescrivez tous les jours, bah, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Donc, ce n'est pas une dépendance physiologique, chimique, c'est une dépendance comportementale, ça ne marche plus, je suis obligé d'augmenter les doses, et ce n'est pas ça qui règle le problème. Donc déjà, les médecins ont dit, oh là là, nous, on va moins prescrire ce type de médicaments. Les benzodiazépines, c'est ce qu'on appelle les anxiolytiques. Là, il faut certainement les utiliser le moins possible, ou alors vraiment dans des cas psychiatriques de névrose. Mais ça, c'est une histoire de spécialistes, mais pas aller dans ces benzodiazépines. Puis après, ça a les antidépresseurs, qui sont des choses intéressantes. Mais là, on va rejoindre la lumière. Je vais vous en parler parce que lumière et antidépresseurs ont un rôle qui, finalement, est tout à fait synergique. Mais c'est vraiment une histoire de spécialistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'est dit, la mélatonine, finalement, ça a été prescrit aux États-Unis de manière énorme. C'est un complément alimentaire. A priori, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, on va y aller. Et là, l'industrie pharmaceutique est arrivée en disant, on va vous proposer des produits à base de mélatonine, vendus sans ordonnance. Et donc, c'est vrai que cette tendance mélatonine a explosé, mais ce n'est pas un somnifère. Donc, je pense que vraiment, ça, c'est une chose importante que tout le monde puisse partager. On travaille beaucoup, nous, sur la mélatonine, notamment avec des gens aveugles, parce qu'ils ne voient pas la lumière. Et donc, la mélatonine pose des soucis. Eh bien, cette mélatonine, d'abord, c'est une hormone. En plus, c'est une hormone qui est destinée à être dans ce qu'on appelle la rythmicité, pas que le veille-sommeil, mais aussi des horloges périphériques. Donc, ce n'est pas un truc pour dormir, c'est un truc éventuellement, quand on est en décalage de phase, qu'on appelle des retards de phase, des problèmes d'horloge biologique, ou quand on est en jet lag, ou quand on travaille en horaire décalé, travail posté, ainsi de suite, qui est une hormone qui doit être prescrite d'une manière un peu scientifique. Et ce n'est pas du libre cours. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'effet secondaire, on a quelques effets indésirables. Et un petit message à faire passer à tout le monde, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est anodin, et notamment si vous prenez des anticoagulants, hein, c'est un message pour tout le monde, et que vous prenez de la mélatonine, comme c'est un métabolisme qui passe par le foie, ça modifie le métabolisme des anticoagulants, donc avec des risques potentiellement sur la santé qui sont liés tout simplement au métabolisme de la mélatonine. Donc attention, demandez bien à un médecin ce qu'il en pense, parce que ce n'est pas quand même anodin. Voilà, ça c'était un petit point sur la mélatonine. Le pendant de la mélatonine qui est beaucoup plus intéressant et qu'on utilise surtout beaucoup en ce moment, c'est justement la lumière. Parce que lumière et mélatonine sont totalement couplées dans la rythmicité veille-sommeil. L'hormone mélatonine ne peut augmenter dans son cerveau que si vous avez l'obscurité. Ça, c'est vraiment typique de cette hormone. Sa sécrétion est totalement nulle quand il fait jour. Et elle va augmenter progressivement quand l'obscurité se fait. Et on s'est aperçu que la lumière en fait blanche était une lumière polychromatique, c'est-à-dire qu'à voir l'arc-en-ciel, quand il y a des gouttes d'eau, vous voyez que en fait, cette lumière blanche du soleil se transforme en plusieurs couleurs. Et ces longueurs d'onde vont jouer d'une manière différente sur justement la production de mélatonine. Et très concrètement, quand cette mélatonine qui est maximale en gros, en fonction si vous êtes du soir ou du matin, c'est pas tout à fait la même chose, mais en gros, entre 2 heures et 5 heures, 6 heures du matin, le pic de mélatonine est important. C'est là où, théoriquement, on va dormir le mieux, tout au moins c'est le plus efficace, parce qu'il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de sommeil paradoxal qui arrive en deuxième partie de nuit. Eh bien, cette mélatonine qui est dans le cerveau, pour qu'elle puisse se retirer et laisser passer ce qu'on appelle la vigilance, c'est quand la lumière va arriver, et notamment la lumière blanche enrichie dans le bleu, ou la lumière bleue, qui est la lumière finalement de l'aube, quand on l'étudie en termes justement physico-chimiques, enfin physiques, eh bien quand cette lumière bleue arrive et se transforme en lumière blanche progressivement, le cerveau stoppe la sécrétion de mélatonine, commence à faire travailler ce qu'on appelle le cortisol, c'est l'hormone de la vigilance qui va commencer à monter dans le cerveau, et arriver finalement à un état d'éveil dans un fonctionnement qui est un fonctionnement adapté à la conscience et adapté à la journée. Ça, c'est extrêmement intéressant.
Et ce n'est pas fini. Je veux dire, les recherches sont vraiment en cours parce qu'on pensait avant qu'il fallait une durée de lumière relativement importante. En fait, on s'aperçoit que c'est la qualité de la longueur d'onde qui est importante. Globalement, on est dans des longueurs d'onde, si on est précis, entre 450 et 480 nanomètres, avec des variations individuelles importantes. Et puis, quand il y a une dynamique et que les gens se réveillent progressivement, on va s'apercevoir qu'il y a des gens qui se réveillent plus facilement que d'autres. Il faut adapter le temps de réveil par la lumière et ça donne une qualité d'éveil qui est vraiment intéressante. En gros, la lumière bleue enrichie dans le blanc ou cette lumière à des longueurs d'onde courtes aurait le même effet que le café, mais sans les effets secondaires du café. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est potentiellement intéressant. Nous, on travaille avec des gens de l'armée, hein, Institut de recherche biomédicale des armées. Il y a des publications qui sont faites là-dessus, hein, sur la privation de sommeil et l'intérêt de la sieste ou l'intérêt de la lumière. Eh bien, c'est thérapeutique, justement, entre guillemets, technique, que ce soit luminothérapie, on va peut-être en parler un petit peu des siestes, favorise finalement la bonne qualité de la conscience, la bonne qualité de la journée, qui va donc augmenter la pression de sommeil sur la nuit d'après. Et le deuxième point, qui est relativement plus récent, il y a moins d'études là-dessus, mais on commence à réfléchir, c'est que pour bien s'endormir, il faut aussi prévenir le cerveau que la nuit arrive. Or, quand il fait jour jusqu'à 23 heures, je ne parle même pas des pays scandinaves, mais rien qu'en France, où en horaire d'été, vous avez 2 heures de décalage par rapport à l'heure solaire, aller faire coucher des gamins, pardon, quand il fait jour à 22h30, 23h, alors qu'il faudrait qu'il couche à 21h, c'est vraiment impossible. C'est un problème parental qui est un peu compliqué. Et donc, par contre, prévenir le cerveau que finalement, il y a un coucher de soleil qui arrive. Alors, même s'il est technologiquement factice, mais qu'il est lié à ce qu'on appelle un simulateur du crépuscule, le cerveau comprend que, et ça c'est dans nos gènes, que finalement la lumière est en train de descendre, elle change de longueur d'onde, elle arrive dans quelque chose qui reproduit finalement le coucher du soleil. Ça veut dire que la mélatonine peut augmenter et vous allez rentrer dans un rythme plus naturel d'endormissement. On est au début des études sur cette notion de simulation du crépuscule, mais encore une fois, il y a quelque chose qui se passe au niveau des gènes et qui nous permet de reproduire ces fameux rituels qui sont finalement le coucher de soleil ou le lever du jour, qui sont plus naturels pour que notre cerveau puisse bien s'exprimer. C'est assez marrant d'ailleurs de voir que euh, l'invention du feu a modifié énormément aussi la manière de s'endormir. C'est-à-dire qu'on ne peut bien dormir que si on est en sécurité. Et quand on regarde le fait que les gens dorment bien quand il y a un feu de camp, quand il y a un feu de cheminée, regardez un feu de cheminée ou un feu de camp, la couleur de ce feu de camp ou de ce feu de cheminée, c'est ambré, c'est rouge-orangé. Ça veut dire que le jour est fini, on va affronter une nouvelle journée, il y a un effet sas de décompression qui va arriver, dont la chaleur et la lumière fait partie, donc c'est pour ça que la température, c'est quelque chose qui est important, associé à la lumière, fait qu'on rentre beaucoup plus facilement dans le sommeil. Donc la luminothérapie, oui, euh, et là je vous parle de luminothérapie, je ne devrais pas vous parler de luminothérapie, puisque ce n'est pas une thérapie par la lumière, c'est simplement un accompagnement dans les rituels par la lumière du fait que on va pouvoir aborder un état de conscience modifié qui s'appelle le sommeil, qui garde encore quelques mystères, notamment dans le rêve. Un petit point clé qui lui fait penser, on a eu aussi avec la pandémie une augmentation incroyable des rêves. Les gens se sont mis à rêver beaucoup plus et à décrire leurs rêves et à en parler. Normalement, c'est un rêve dans une nuit, c'est 15 à 20% qui arrive en deuxième partie de nuit. Mais avec cette pandémie où on se posait beaucoup de questions, on se pose les questions consciemment, mais on se pose aussi des questions inconscientes, des questions qui remontent aussi à les pandémies historiques du Moyen Âge, à cette incertitude vraiment très profonde de la survie de l'espèce humaine. Je veux dire, inconsciemment, il s'est passé beaucoup de choses et qui fait que les gens se sont mis à rêver énormément. Et quand on faisait des enregistrements, ce qu'on appelle nous polysonographiques, électroencéphalographiques, du rêve des gens, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, où 90% des rêves se font, au lieu d'avoir du 15-20% de rêve, on avait des gens qui avaient 30 à 35% de rêve. Or, ce rêve est fatigant. Ce rêve consomme énormément de glucose. Le cerveau, au moment du sommeil paradoxal, consomme 5 grammes de glucose à l'heure. Alors, ce que vous mangez le soir, c'est important. C'est déjà une chose intéressante à noter. Et puis surtout, il y a beaucoup de fatigues matinales qui sont arrivées parce que les gens rêvaient énormément en deuxième partie de nuit. Voilà. Et alors, je vais encore plus loin.
ma pensée chemine avec vous, là, en vous parlant. Dans le dernier congrès qui a eu lieu à la Société française de recherche de médecine du sommeil, qui était donc en novembre 2021, on a celui prochain qui va arriver dans un mois, les psychiatres nous ont dit que c'était vraiment intéressant cette fois-ci d'adapter la luminothérapie à des états de conscience où les gens se sentaient un peu tristes. On ne parle pas de dépression réactionnelle liée à un stress post-traumatique, hein, de choses pathologiques, mais on parle simplement de gens qui ne se sentent pas bien, qui sont fatigués le matin, qui n'ont pas d'envie, etc. Eh bien maintenant, on sait, et l'hôpital public le fait, on essaie de le faire le plus possible, de prescrire de la lumière le matin, dès le lever, qui permet justement d'augmenter le niveau de l'humeur et d'affronter la journée avec plus d'envie. Et que même quand les gens sont sous antidépresseurs, associer la luminothérapie aux médicaments antidépresseurs permet de sortir plus facilement de cet état dépressif. Et je ne vous parle pas de dépression saisonnière, je vous parle de l'état dépressif en général, où on sait que notamment chez les populations jeunes, c'est une augmentation extrêmement importante de ces syndromes anxio-dépressifs dont le sommeil, évidemment, est un des symptômes les plus reconnus. Je reviens un petit peu sur la mélatonine parce que je vois une question qui a été posée par Laura. Donc, pour vous, pas d'automédication avec la mélatonine, ou peut-on en prendre sans ordonnance dans certains cas faciles à identifier? Ça veut dire que c'est une consultation comme demain. Donc, c'est une consultation à distance. Bah, déjà, je pense que c'est bien. Il y a des réseaux de soins qui sont en train de se développer. Alors, je vais faire la promotion d'un parce que ça fait longtemps qu'il existe et il est labellisé. Ça s'appelle le réseau Morphée. Vous avez des gens qui ou vous répondent ou sont en connexion avec vous parce que c'est pas évident d'avoir une consultation médicale avec un médecin spécialiste du sommeil. On est débordé, on a plusieurs mois d'attente et c'est pas toujours facile. Donc l'autoprescription, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'un point de vue très concret? D'abord, je pense que c'est aussi notre rôle, nous, un spécialiste du sommeil, d'informer les populations médicales, que ce soit les médecins, les pharmaciens, à les informer justement de comment prescrire la mélatonine ou comment conseiller les gens pour vraiment avoir une bonne mélatonine. Après, c'est vrai qu'on ne prend pas beaucoup de risques, mais moi, j'ai eu en consultation des gens qui prenaient 20-30 milligrammes de mélatonine, en sachant que les, les dosages sont théoriquement, pour que ça soit un médicament, c'est 2 milligrammes. Le seul médicament qui est vendu avec ordonnance, avec de la mélatonine en retard, c'est pour de l'insomnie de la personne âgée, où on sait que la mélatonine descend à partir en gros de 60 ans, et que ça s'appelle le circadin, hein, pour ne pas le citer, cette mélatonine retard qui vous permet justement, et là, il faut une ordonnance. Or, ce qui est assez, pas hypocrite, mais assez quand même assez incroyable, c'est que quand vous regardez les compléments alimentaires de mélatonine, vous regardez bien, ils sont dosés à 1,9 mg, tous. Parce qu'à 2 mg, ils passent comme médicament. Donc, ça veut dire que ce n'est pas anodin. Donc, en gros, à moins de 2 mg, vous risquez pas grand-chose, si ce n'est que ça ne sert à rien parce que ce n'est pas adapté à votre problématique. Voilà ce que je peux vous dire. Et je pense que, ce n'est pas moi qui pense, mais quand on fait un consensus sur la lumière, les spécialistes, il vaut mieux d'abord utiliser la lumière avant la mélatonine. Et la mélatonine dans un deuxième effet, où là, il y a ce qu'on appelle un retard de phase caractérisé, un problème d'horloge biologique qui peut nécessiter de la mélatonine sous deux formes. Une mélatonine qu'on appelle chronotype, qu'on donne bien avant l'heure d'endormissement pour prévenir le cerveau qu'il est en train de se passer des choses. Et puis des mélatonines retard qui permettent d'éviter les éveils nocturnes de deuxième partie de nuit. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus. Là, j'ai une question qui est plus sur. Alors là, on parlait des personnes âgées, de la mélatonine, mais à contrario, est-ce qu'il y a un âge minimum pour prendre de la mélatonine? Et là, on peut peut-être aborder aussi peut-être le sommeil peut-être des enfants et des adolescents. Alors, par précaution, parce qu'on est un pays où on a une constitution avec la précaution, on dit qu'il ne faut pas l'utiliser chez les enfants et chez la femme enceinte. C'est quand même une hormone naturelle. Voilà, mais ça, c'est un principe de précaution. On manque un petit peu de données là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est sur les adultes jeunes, au moins les adolescents, où là, il y a un syndrome qui arrive qu'on appelle le retard de phase, qui est lié aux jeunes. Et ce retard de phase qui fait que des jeunes, généralement des jeunes, parce que l'horloge biologique n'est pas encore très mature, notamment plus chez les garçons que chez les filles,
Cette horloge biologique sera mature vers les 20-22 ans, hein, donc il y a un petit décalage, qui fait que cette population s'endort à 3 heures du matin et socialement, on va se réveiller, va être obligé pour aller en cours ou aller travailler et va avoir moins de 6 heures de sommeil. Et là, ça pose vraiment des soucis. Donc, on sait que la dette de sommeil peut se payer par des siestes adaptées. On en reparlera peut-être, hein, parce que là, nous, on utilise ça beaucoup avec les navigateurs, hein, qui nous ont permis de découvrir à quoi ça servait une sieste et comment l'utiliser. Mais globalement, de prescrire la mélatonine qui permet aux gens jeunes de s'endormir d'une manière plus naturelle, c'est licite. Mais encore une fois, c'est bien d'avoir un avis médical pour être sûr qu'on ne passe pas à côté d'autres choses, hein, qui sont, ne jamais oublier les hormones thyroïdiennes, le fer, la ferritine, voire la vitamine D, hein, c'est encore que ça peut se jouer sur l'humeur. C'est des choses qui sont relativement simples et qu'un médecin connaît et peut maîtriser. Voilà. Moi, je demande toujours quand même un avis médical là-dessus. Après, il y a une autre technique qui marche très bien. D'ailleurs, on a fait une étude clinique ensemble sur la cohérence cardiaque. On Ouais. sait que du coup, sur Dreamer et sur Aloha, 2 utilisateurs sur 3 s'endorment en moins de 15 minutes. Est-ce qu'on peut aussi parler de cette technique de respiration qui fonctionne très bien? Donc là, c'est pour aller plus loin dans les techniques non médicamenteuses alternatives où, bien sûr, on a parlé de la luminothérapie, qui est totalement naturelle, hein, finalement, par rapport à notre environnement, quand on en manque, quand on en a trop. La deuxième chose, deuxième point, c'est toutes ces techniques de relaxation au sens large. Et là, c'est la première marche de ce qu'on propose aux gens, nous, quand les gens sont insomniaques, qu'ils ont des troubles du sommeil, c'est déjà de voir s'ils sont sensibles ou pas à ces techniques de respiration. Globalement, ça touche sur la respiration. Alors après, il y a des techniques qui marchent très bien, qu'on appelle la cohérence cardiaque, avec des expirations et des inspirations qui durent un certain temps. Alors ne faites pas comme moi, je suis l'équipe de France de rugby. Quand je leur ai proposé des techniques justement de relaxation ou de récupération rapide, il y a un joueur qui a levé la main en disant: «Ouais, moi, ça m'asphyxie ces choses-là». Ben, ça vous asphyxie parce que, je vais vous le mimer, mais si vous faites une expiration, une inspiration comme ça, c'est sûr que ça va pas vous détendre, ça peut vous asphyxier parce que c'est des choses qui sont douces et qu'il faut faire doucement. Les rugbyman, ils sont un peu costauds et celui-là, je lui ai dit: que «Tu le fais tranquillement et ça va bien marcher». Donc voilà, c'est des choses qui sont simples, simplement qui permettent à la conscience de se focaliser sur une respiration, et donc ça calme à la fois le système, ce qu'on appelle végétatif, système nerveux végétatif, donc c'est un système de retour au calme. Et puis ça devient un peu auto-hypnotisant et si vous le faites régulièrement, ça vous emmène facilement vers un état de conscience modifié, c'est un état de relaxation. On voit les ondes alpha qui, au bout de quelques secondes, se mettent en place au niveau électroencéphalographique et on arrive très vite au stade 1 de sommeil. Un petit point d'ailleurs, c'est que les gens disent j'avais du mal à m'endormir parce que j'entends les bruits, mais ils sont peut-être déjà en stade 1 de sommeil. Donc rassurez les gens sur le fait que entendre les bruits, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de dormir, que vous êtes éveillé. Ça veut dire simplement que vous êtes en stade 1 de sommeil qui va durer 4-5 minutes, puis rentrer en stade 2 et éventuellement en stade 3 qui est du sommeil non profond, où là vous n'entendez plus rien et vous dormez profondément. Donc concrètement, on appelle ça sophrologie, on appelle ça cohérence cardiaque, on appelle ça d'autres méthodes, training autogène. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont mis leur nom là-dessus et qui sont soit basés sur la respiration, soit sur la représentation mentale d'une respiration. Justement, c'est ce qu'on fait avec la cohérence cardiaque, avec l'intérêt de la lumière, hein, qui rythme ça. Je pense que c'est vraiment astucieux. Soit par des contractions, des décontractions musculaires. C'est proposer aux gens une boîte à outils qui leur permet de dire ça me va bien. Ça m'appartient, je peux l'utiliser, ça fait partie de ce rituel. Et puis, il y a des gens qui ne supportent pas la relaxation, qui ne supportent pas la respiration, parce que ça les énerve, plutôt qu'autre chose. Et dans ce cas-là, ça arrive, c'est des gens qui ont besoin, eux, justement, parce qu'ils sont un peu tendus, que l'activité physique, même le soir, les emmène vers l'endormissement. C'est-à-dire que concrètement, c'est des gens qui ont besoin de se défouler. Et si vous leur faites respirer trop tranquillement, ça les énerve plutôt qu'autre chose. Donc voilà, il faut être apte à proposer des solutions que les gens vont pouvoir s'approprier. La même chose sur cette notion de respiration, c'est la température qui est importante. Il y a une méta-analyse qui a été faite sur, finalement, douche chaude ou douche froide. C'est une vraie question, mais ce n'est pas simplement douche chaude ou douche froide, c'est à quelle heure. Et toutes les études montrent que le cerveau ne peut bien s'endormir
que s'il y a une baisse de la luminosité, une luminosité qui arrive vers le coucher de soleil parce que ça fait 200 000 ans qu'on a l'habitude de se coucher comme ça. Et puis, c'est cette diminution de la température qui va faire qu'on descend la température de à peu près 1 degré, 1,5 degré. Et si vous prenez une douche chaude trop proche du coucher, vous augmentez la température du corps et vous avez des problèmes d'endormissement. Si vous prenez cette douche chaude 1h30, c'est assez bien mesuré, 1h30 avant de votre heure idéale d'endormissement, c'est-à-dire au moment où vous avez des signes qui fait que ben, je vais me laisser partir dans le sommeil, bien, la température elle monte peut-être, mais la pente de diminution fait que ça descend. C'est un peu la même chose dans l'activité physique. Si vous faites une activité physique à 20 heures, sans lumière trop importante, sans esprit de compétition, ça fait monter la température, mais la pente va diminuer et va faciliter l'endormissement. Après, le froid en dehors, ça c'est vrai. Et il y a des gens qui, pour d'autres raisons, vont se mettre au moment de s'endormir, à bouger. Ils ont des problèmes d'endormissement, souvent liés à ce qu'on appelle un syndrome des mouvements périodiques, c'est un syndrome génétique, qui touche d'ailleurs plus les femmes que les hommes. Et là, le froid fait du bien. Et des douches froides sur notamment les membres inférieurs peuvent faciliter l'endormissement et faire que vous n'ayez pas ces impatiences qui fait que de temps en temps, on a du mal à s'endormir. Donc, l'alternance chaud, 1h30 avant, et puis frais au niveau de la tête, au niveau des membres inférieurs, facilite aussi l'endormissement. C'est pour ça qu'on a un truc tout bête, mais les gens qui s'endorment bien, c'est des gens qui s'endorment toujours dans la même position. Et je vais prendre mon exemple personnel, parce que je suis un bon dormeur, c'est qu'avant de m'endormir, je retourne mon oreiller. Et en retournant mon oreiller, il y a la partie fraîche. Et quand je suis en partie fraîche, généralement, ce qui a d'ailleurs ennuie beaucoup mon épouse, je m'endors en moins de 5 minutes, pas en moins de 2 minutes, mais ce côté frais au niveau de la tête est un facteur qui justement permet et facilite l'endormissement. Voilà, ça c'est des techniques relativement simples, basées sur la respiration, la température, les techniques, la boîte à outils qui permettent de s'endormir plus facilement. Et est-ce qu'il y a des points aussi au niveau de la nutrition, de ce qu'on va manger le soir pour mieux dormir? Est-ce qu'il y a des choses à éviter, au contraire, des choses qui vont favoriser un bon endormissement? Alors ça, c'est toutes les études qu'on a fait, notamment dans la voile, mais qui venaient de l'armée. Je vais vous raconter une anecdote qui nous est arrivée. Moi, j'ai été formé au Centre d'études de recherche de médecine aérospatiale. Je suis resté 5 ans. Et le médecin général, et j'en parle toujours parce que c'est vraiment mon maître, donc je le cite, le médecin général Guesnec, m'emmenait un petit peu dans les briefings. Et il y a eu un moment où un pilote de chasse a failli se planter lors d'un ravitaillement en vol. C'est-à-dire qu'il avait une mission de longue durée, il restait pendant des heures et des heures, donc en étant hyper vigilant. Un avion de chasse, c'est quand même un peu compliqué à piloter. Et lors du ravitaillement, il y a une fausse manœuvre et l'avion a failli se planter. Et ils ont demandé tout de suite au pilote, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le pilote dit à ce moment-là, j'ai perdu mon sandwich. J'ai dit, quel sandwich? Ben, le sandwich que on se fait, nous, en tant que pilote et officier au mess, parce que vous ravitaillez l'avion, mais vous ne ravitaillez pas le pilote. Or, nous, ça fait 8 à 10 heures qu'on est devant des écrans en permanence, et ben, on se fait tous des sandwichs qu'on met dans le pantalon anti-G. Ce jour-là, le sandwich est tombé au milieu du palonnier. Un peu comme si vous étiez sur l'autoroute et avec une bouteille d'eau et que vous laissiez tomber votre bouteille d'eau au milieu des pédales. À 130 à l'heure, ça peut poser quelques soucis. Donc, d'un point de vue très concret, c'était dans les années 90, les gens disent, mais attendez, c'est vrai, il faut ravitailler le cerveau pour qu'il puisse fonctionner quand il a besoin et surtout qu'il puisse déconnecter quand il a besoin. Or, quand vous allez dormir 8 heures, vous allez être en jeûne quelque part. Entre le moment où vous dînez et le moment où vous prenez votre petit déjeuner, ça dure généralement 12 heures. Donc 12 heures où le cerveau va fonctionner la nuit à plein. Donc là, on s'est dit, il faut quand même qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qu'on mange quand on se lève pour affronter la journée et qu'est-ce qu'on mange au dîner pour pouvoir affronter la nuit pour que le cerveau puisse bien fonctionner. Voilà les études qui ont été faites dans les années 90, dont on s'est servi pour la voile. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, un, votre cerveau, il va consommer énormément de sucre en deuxième partie de nuit, au moment où il travaille le plus, au moment du sommeil paradoxal. Ça veut dire que le dîner frugal, en disant qu'il ne faut pas manger le soir, ben, il y a plein de gens qui sont en hypoglycémie en deuxième partie de nuit. Donc surtout, il faut avoir un repas normal, basé sur des sucres lents. Pourquoi? Parce que les sucres lents, c'est un débit de sucre constant en deuxième partie de nuit qui fait que votre cerveau, il ne va pas souffrir finalement de manque de sucre. Ça, c'est le premier point. Ce n'est pas pour nourrir les muscles, mais c'est pour nourrir votre cerveau.
La deuxième chose, c'est attention aux protides. Parce que les protides, c'est-à-dire l'œuf, le jambon, le poisson, les aliments protidiques en général, qu'ils soient d'origine animale ou végétale, on sait ça par exemple, quand on fait les rugbyman, ils prennent beaucoup de protides, s'ils les prennent le soir, ils ont des problèmes d'endormissement. Parce que les protides stimulent les hormones de la vigilance, enfin les neurotransmetteurs de la vigilance. Donc les protides, c'est bien le matin pour se lever, donc le petit déjeuner protidique, protido-glucidique, c'est avec des protides et du sucre, pour bien démarrer la journée, mais surtout pas le soir, beaucoup moins le soir. Les sucres lents le soir, et puis on s'est aperçu qu'un sucre rapide pris d'une manière isolée faisait augmenter la glycémie très rapidement, mais avec une conséquence, c'est qu'on libère, je vous passe les cascades biochimiques, mais on libère un petit acide aminé qu'on appelle le tryptophane, qui sous forme libre va passer en une demi-heure le cerveau, va se transformer en 5-hydroxytryptophane. Le 5-hydroxytryptophane, c'est la sérotonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, un, un, un aliment sucré plaisir isolé facilite l'endormissement. Un morceau de chocolat, c'est bien? Les chocolats noirs, notamment, a énormément d'adeptes en ce moment. Et ce n'est pas pour ça que vous allez grossir, au contraire. Si vous dormez bien, vous avez moins de chances de grossir que si vous dormez mal. Donc, autant bien s'endormir avec un aliment plaisir. Alors, les dentistes me diront, il faut se laver les dents. On est d'accord, hein, pas de problème. Mais en attendant, on sait que ça marche bien et les navigateurs s'en servent. Quand ils ont besoin de dormir absolument pendant 1h30 à 2 heures, parce que c'est un luxe de fonctionnement pour dormir 1h30 à 2 heures, ils ont un rituel. Et dans ce rituel, il y a la température, il y a la lumière, il y a tout ce qu'on veut, on l'a déjà exposé. Il y a aussi ce rituel nutritionnel qui consiste à prendre un aliment sucré qui leur rappelle quelque chose d'agréable, le plaisir à se laisser partir. Donc ça peut être la confiture de la maman, ça peut être les odeurs aussi, ça c'est un point extrêmement important, le côté olfactif de la nutrition est important, mais qui vous rappelle des choses qui font qu'on bascule plus facilement dans un état de sommeil. Et les laitages, du coup, seraient plutôt dans les protéines et à proscrire, parce qu'on a aussi entendu des choses sur le fait que les laitages favorisaient le sommeil. Alors, c'est pas une question piège parce que j'ai la chance d'avoir mon épouse qui est nutritionniste, donc j'ai des éléments de réponse que j'aurais pas eu avant. Mais dans les laitages, il faut savoir que, par exemple, la consistance est une chose, l'aspect est une chose, mais il n'y a peut-être pas les mêmes produits. Alors, je vais être très factuel. Si vous prenez un yaourt, c'est plus sucré que du fromage blanc. Le fromage blanc a plus d'éléments protidiques que le yaourt, qui est plus sucré, avec du lactose. Donc, à la limite, un yaourt le soir et du fromage blanc le matin, c'est des laitages. Donc, le calcium, c'est une bonne chose. Si vous n'êtes pas allergique, hein, si vous n'avez pas des intolérances au lait, parce que ça peut arriver, on rentre dans un autre débat. Mais en attendant, si vous n'avez pas ces problématiques d'intolérance aux produits laitiers, eh bien, un yaourt sucré, c'est plus intéressant le soir que le matin. Et l'inverse est vrai, le fromage blanc, la technique est plus protidique que l'inverse. Donc, c'est euh, cette connaissance finalement du produit en lui-même qui va vous permettre de choisir les choses qui vont bien. Ok. Et alors, sur une autre thématique, une réflexion aussi sur les écrans. Là, je pense que c'est peut-être aussi pas mal de parler des écrans sur les choses à éviter le soir avant de se coucher. Alors là, je vais peut-être être un petit peu paradoxal, mais souvent dans le sommeil, on dit fais pas ci, fais pas ça. Et moi, je dirais fais ci, fais ça. D'abord parce que c'est plus positif. Et puis généralement, quand on va dans l'interdiction, parfois dans certains comportements de type français, ça se passe pas toujours très bien. Les gens, je pense qu'un discours positif est intéressant. Euh, on sait très clairement que les écrans, notamment les LED, c'est la lumière blanche enrichie dans le bleu. Donc, c'est expérimentalement, quand vous avez un écran, et quand je parle d'écran, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un smartphone ou d'une télévision? Ce n'est pas la même chose. La télévision, elle est à 4 mètres. L'écran ou votre smartphone, il est à 30 cm. Donc, la durée d'exposition est une chose, mais la longueur aussi, enfin la distance par rapport à l'œil est différente. Donc, ce n'est pas la même chose. Il faudrait parler des écrans en général. Et la télévision, ce n'est pas la même chose qu'une tablette, déjà. La première chose qu'on fait, nous, avec des jeunes, je pensais à l'AS Monaco, où on a travaillé aussi à Marseille, à Lorient en ce moment. Chez les jeunes, on est dans la formation. Et ils sont tous devant des écrans. Les livres, parfois, c'est parfois un truc historique, quoi. Et donc, les écrans,
ils sont environnés d'écrans. Donc, leur dire de ne pas utiliser les écrans, c'est pas simple, parce que les gars, ils vont dire oui, mais ils en ont un deuxième qui est planqué. Enfin bref, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Par contre, leur dire qu'ils peuvent changer la couleur de l'écran, alors ça, ils comprennent très, très vite, hein. Et passer d'un écran, par exemple, à 19h, blanc enrichi dans le bleu, et tout maintenant, les smartphones ont cette fonction qu'on appelle le night shift. Vous allez vers la couleur un peu plus ambrée, qui est beaucoup plus physiologiquement naturelle. Et donc, ça, les gens le comprennent très, très bien. Et maintenant, quand on arrive à Clairefontaine avec les jeunes et qu'on leur explique le night shift, ils disent oui, oui, monsieur, et ils nous montrent l'écran. Donc, ça passe très facilement. Ce n'est pas les priver d'écran, c'est leur dire comment les utiliser. Un. Deux, qu'est-ce que je regarde dessus, sur les écrans? Et ça, c'est un point très important, parce que le côté émotionnel n'est pas le même. Si vous regardez, alors je ne parle pas de Netflix ou des séries, parce que c'est tellement bien fait que vous avez envie de regarder 2 ou 3 de suite. Mais si vous regardez, je ne sais pas moi, alors ça n'existe plus pour les jeunes générations, mais chasse et pêche Ouais, ça. ou National Geography, des choses qui sont sur la nature, ou des choses de ce style-là, avec des commentaires qui sont avec une voix aussi intéressante, bah, vous pouvez faciliter l'endormissement. Et là, je vais vous citer quand même quelque chose qui m'est arrivé avec un sportif de haut niveau. C'est le coach qui vient me voir en disant, écoute, je suis sûr que mon champion, là, il regarde les écrans parce que le matin, il est fatigué, il n'est pas bien. Donc, je suis sûr qu'il ne dort pas bien à cause des écrans. Donc, tu vas lui dire qu'il ne faut pas utiliser les écrans. Je dis, attends, on va voir un peu ce qui se passe. Donc, déjà, on va évaluer les choses. Pour l'évaluer, on a des montres connectées qui vont nous permettre de savoir quel type de dormeur il est. Ce champion du monde, euh, on va voir qu'il va s'endormir à minuit et demi. Donc, c'est quelqu'un du soir. Mais dans tous les enregistrements, on avait 15 jours d'enregistrement, il s'endort en moins de 5 minutes, ce qui est exceptionnel. Il a une efficacité du sommeil qui est à 90%. Donc je lui demande, mais comment vous faites pour vous endormir? Je regarde les écrans, moi. Hein, j'ai ma tablette, et puis je l'ouvre, et c'est un rituel. Et puis, moi, je suis d'origine tahitienne, et je regarde des images de vagues. Et le type, il regarde des images de vagues, et son portable, il tombe, et en moins de 5 minutes, 2-3 minutes, il s'endort. Et je lui dis, surtout, tu ne changes rien parce que tu t'endors super bien. Sauf que le monsieur en question, c'est un long dormeur. C'est-à-dire que s'il s'endort à minuit et demi, il va avoir besoin de 8h, 8h30, et donc il va émerger finalement à 8h30, 9h. Or, le briefing qui est donné par l'entraîneur est un briefing qui est donné à 8h. Donc, il est en déficit de sommeil, il va être en sommeil paradoxal, c'est-à-dire en sommeil du rêve au moment où il y a le briefing. Alors, l'entraîneur me dit, alors ça y est, tu lui interdis les écrans? Je dis, surtout pas. Je lui dis de continuer. Par contre, votre briefing, ce n'est pas à 8h qu'il faut le mettre, c'est à 9h ou 9h30, parce que le champion, c'est lui. Et qu'il faut peut-être décaler en fonction de ses caractéristiques qui soient un peu plus normatives. Voilà. Et après, c'est un travail d'équipe de voir comment on peut faire. Vous voyez les choses. Il y a des gens qui se dorment devant la télé super bien, parce que la télé, c'est parfois un super somnifère, parce que vous êtes passif devant un écran. Et alors, je leur dis, mais là, ils me regardent avec des yeux comme ça. Je dis, regardez Colombo, inspecteur d'Eric, vous allez vous endormir très, très vite. C'est un super somnifère. Donc, il y a d'autres occasions de s'endormir plus facilement devant un écran. Mais ce qu'on a offert, nous, à des jeunes, c'est des coupes-circuits. Parce que finalement, quand je suis dans un hôtel et que je suis tout seul et que je perds mes repères, eh bien, la télé, c'est quelque chose qui me parle. C'est un fond sonore qui fait que je ne suis pas tout seul. Et si je m'endors devant la télé, parce que c'est assez fréquemment le cas quand c'est toujours redondant, eh bien, il y a un coupe-circuit qui fait que, hop, la télé s'éteint et je peux m'endormir finalement naturellement. Je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique et pas dogmatique dans ces choses-là. C'est une autre thématique qu'on a un petit peu abordé brièvement tout à l'heure, c'est les siestes aussi qui peuvent peut-être aussi nous aider à récupérer et à peut-être à compenser la dette de sommeil qu'on pourrait avoir. Tout à fait. Alors ça, c'est, je dirais, la deuxième étape. Quand les gens sont en privation de sommeil ou en dette de sommeil pour une raison ou pour une autre, hein, parce qu'ils ont voyagé, parce qu'il y a des moments un petit peu compliqués, la sieste peut être une très bonne thérapeutique pour pallier ce manque de sommeil. Un très bon dormeur, c'est pas quelqu'un qui va dormir 8 heures par nuit, toute sa vie. C'est celui qui va savoir gérer sa dette de sommeil au mieux. Et là, les navigateurs nous ont appris énormément de choses, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Donc, les premières études que je fais, moi, avec le médecin de la voile, le docteur Chauve, et merci les marins, c'est dans les années 90-95, dans le Figaro, qui est une course très particulière, où les navigateurs disaient,
on ne dort pas pendant 3 nuits de suite, 3 jours ou 3 nuits de suite, parce qu'on est en compétition jour et nuit avec nos copains ou copines d'ailleurs, parce que c'est un sport mixte, où les bateaux sont les mêmes. Ce qui fait la différence, c'est souvent la technique, la tactique, les voiles et ainsi de suite. Bon. La chance qu'on a eue, c'est de faire des électroencéphalogrammes en compétition réelle à des navigateurs, et on a eu la chance d'enregistrer le vainqueur et un type qui a eu un accident. Donc, dans la même course, les mêmes nuits, voir comment celui qui a gagné et celui qui s'est planté. Celui qui a gagné, on voit qu'il, finalement, il dort jamais et il dort tout le temps. Je m'explique. Le jour, hein, il y a une sieste qui arrive qui va durer, en gros, entre 20 minutes, enfin, entre 10 minutes et 30 à 40 minutes. C'est connu maintenant, ce qu'on appelle, nous, d'ailleurs, la sieste du navigateur, ou en privation de sommeil, à des heures de la journée bien précises qui correspondent à la fameuse sixta des anciens. Sixta, ça veut dire sieste, hein. C'est 6 heures après l'heure de lever. Classiquement, et ça vient de nos gènes, ça ne sert à rien de se dépenser de l'énergie quand il fait le plus chaud, c'est-à-dire à 14 heures, 13 heures, 14 heures en Afrique, ou dans les pays tropicaux. Et donc là, on fait la sieste naturellement pour être en économie d'énergie. C'est à ce moment-là où votre vigilance chute. Ça peut être majoré par l'alimentation, mais globalement, c'est inscrit dans nos gènes. Avec les gens du soir qui font des siestes un peu plus tard et les gens du matin qui font des siestes à 13 heures. Il y a une chronobiologie là-dessus. Mais globalement, des siestes entre 10 minutes et 40 minutes vont vous permettre d'avoir un sommeil qui restaure la vigilance pendant 3 heures en moyenne. Et donc, on voyait ce navigateur qui faisait ça le jour. Et la nuit, il faisait des siestes qui duraient entre quelques secondes à quelques minutes, moins de 10 minutes. On appelle des siestes flash, où jamais il rentrait en sommeil profond. Il restait en sommeil de stade 1 ou stade 2, ce qu'on appelle un sommeil vigile. Si j'entends du bruit, hop, un bruit anormal, je me réveille. Et ces siestes-là, donc basées sur des techniques de relaxation, qui faisaient certains consciemment, d'autres totalement naturellement, hein, il faisait toute la nuit. Résultat, ce gars prend les bonnes décisions et va finir par gagner 3 étapes sur 4. Avec ces stratégies-là, qui arrivent généralement pour la deuxième nuit. C'est le meilleur gestionnaire de la dette de sommeil qu'on a pu enregistrer. Et ils font tous ça. Là, on suit Charles Caudrelier, là, qui est sur le Maxi Catamaran Edmond Rothschild, où là, c'est encore plus dangereux parce que ce bateau avance à 80 km à l'heure, jour et nuit. Là, ils ne dorment que sur des périodes entre 20 et 40 minutes. Parce que c'est extrêmement dangereux de dormir 3 heures de suite sur un bateau qui avance, ou alors il faut réduire la vitesse et ça, on perd en performance. Voilà, donc ça, c'était le gars qui dormait bien. Le gars qui dormait pas bien, c'est un jeune qui dit, les anciens nous disent qu'il faut dormir, moi je suis sûr que c'est pas vrai, par la volonté, je vais pas dormir. Il dort pas du tout de la journée, il dort pas du tout de la nuit, il est tellement en dette de sommeil que quand le cerveau est en dette de sommeil, il va aller chercher du sommeil lent profond. Et ce sommeil lent profond, on a mesuré, il est rentré en 8 secondes. 8 secondes en sommeil lent profond, et là, vous n'entendez plus rien. Vous n'entendez plus les bruits, etc. Et le pilote automatique a continué, le vent avait changé et il a fini sur la côte. C'est classique, hein, dans les courses de voile où si vous allez trop loin en dette de sommeil, si vous ne faites pas des siestes adaptées, vous partez. Alors maintenant, au quotidien, qu'est-ce que je peux faire au quotidien? La sieste est thérapeutique, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que des siestes courtes réaugmentaient le système immunitaire. En gros, si vous dormez mal, votre système immunitaire va chuter. On sait que les gens qui ne dorment pas bien, ils sont plus sensibles au virus. Eh bien, quand vous faites des siestes courtes, en gros entre 10 et 30 minutes, vous ne rentrez pas toujours en sommeil lent profond. Par contre, ce qu'on appelle les interleukines 6, c'est-à-dire le système immunitaire remonte très très vite. Et votre taux de cortisol, c'est-à-dire le taux de stress, diminue aussi quand vous faites la sieste. Si vous ne le faites pas, le taux de cortisol reste élevé, donc avec des effets délétères au niveau cardiovasculaire. Donc la sieste est réellement thérapeutique, à condition de la faire à des bonnes heures, en gros en début d'après-midi, pas trop proche de la nuit parce que sinon vous allez retarder la qualité de la nuit. Et alors, je vous donne un petit conseil tout bête, si vous aimez le café, prenez un café avant cette sieste, ou un thé, parce que la demi-vie du café va monter pendant que vous faites la sieste, et l'effet physiologique du café va avoir cet effet booster d'augmentation de la vigilance à la sortie de la sieste. Donc, vous avez à la fois le côté rafraîchissant de la sieste et le côté potentiellement stimulant du café, avec des variations individuelles fortes d'ailleurs, mais c'est intéressant. Et un petit point d'ailleurs, alors ça commence, maintenant on n'en parle plus librement de la sieste, du mot sieste, mais il y a une dizaine d'années en France, qu'on parlait de sieste, c'était oh là là, mais c'est du temps inutile,
c'est que les paresseux qui dorment, on est là pour bosser, on n'est pas là pour dormir. Sauf que dans l'armée américaine, ils ont dit on va apprendre aux marins, on va apprendre aux forces opérationnelles le power nap. Ah, les gens disent power nap, c'est bien ça. Power, c'est puissant. Nap, bah, c'est anglo-saxon, ça ne doit pas être mal. Hein. Et puis, en fait, la définition du power nap, ou la traduction, c'est sieste. Hein, on est d'accord? Donc, faites du power nap, faites des siestes. C'est à la fois bon pour votre santé et c'est productif en termes de fonctionnement. Le cerveau se réinitialise et va vous permettre de bien fonctionner en deuxième partie de journée. J'ai une autre question intéressante sur l'alternance en fait, entre les rythmes de la semaine et le week-end. Ouais. Donc, on est parfois, pour des raisons professionnelles, on a parfois besoin de se lever très tôt la semaine et on aimerait pouvoir compenser le week-end. Est-ce que c'est bien d'avoir un rythme décalé entre la semaine et le week-end? C'est bien et c'est pas bien. Alors là, on rentre dans un truc très intéressant, c'est une question très intéressante, parce que classiquement, on s'est aperçu qu'on n'en met pas de la même manière de la nuit de vendredi à samedi, qui est généralement bonne, et de la nuit de dimanche à lundi. Je parle pour les gens qui travaillent. Et pourquoi? Ben parce qu'on change de rythme. C'est vrai que le rythme du week-end, c'est un rythme familial, social, n'est pas le rythme professionnel qu'on a généralement dans la semaine. Et le cerveau, il n'aime pas trop les changements de rythme. Mais en même temps, il supporte des changements de rythme qui ne sont pas trop importants. Concrètement, quand on a un décalage horaire, je ne vous parle pas de jet lag, hein, mais je vous parle de décalage horaire. Bon, d'ailleurs, on l'a avec la fin où on va avoir 1 heure de décalage et on s'aperçoit qu'il y a un moment où ça va, pour des gens, ça va être un petit peu plus problématique. Mais quand on en a un décalage de plus de 3 heures sur l'horloge biologique, on rentre dans quelque chose qui, d'un point de vue psychophysiologique, a des conséquences sur les hormones, a des conséquences sur la vigilance, sur le sommeil. Ça veut dire concrètement, ça s'appelle du décalage social, qui a explosé notamment chez les jeunes. Parce que les jeunes, ils sont en déficit de sommeil dans la semaine, notamment les ados, et ils se lèvent à 7 heures du matin pour aller en cours, et vous avez pas mal d'ados qui vont se lever à midi chez eux, avec les parents qui sont un petit peu déçus du fait de prévoir leur gamin le samedi matin, le dimanche matin, parce qu'ils récupèrent. En fait, ils ont besoin de récupérer. Ils sont en dette de sommeil, ils ont besoin de récupérer. Sauf que si vous avez un décalage, par exemple 7 heures du matin, 12 heures, ça fait 5 heures. 5 heures, c'est Paris-New York. Ça veut dire que vous prenez un Paris-New York toutes les semaines en décalage horaire. Le cerveau, il n'aime pas trop. Si par contre, vous avez un décalage qui dure moins de 3 heures, 2 heures, ça serait l'idéal. J'ai l'habitude de me lever à 7 heures du matin pour aller travailler. Et je dors le samedi matin, le dimanche matin, 2 heures de plus. Oui, je vais avoir un cycle. En général, un cycle, c'est 1 heure et demie, ça, entre 1 heure et quart et 2 heures selon les gens. Je vais avoir un sommeil de qualité, de récupération. Et si ce n'est pas assez, si j'ai l'impression que j'ai encore besoin de dormir, j'ai la sieste qui va me permettre de récupérer ce qui me manque. Voilà. Et ça, c'est pour éviter ce changement de rythme. Ce n'est pas la vitesse qui pose problème pour le cerveau humain. Il n'y a qu'à voir un peu maintenant tous les outils dont on dispose qui vont exceptionnellement vite. On arrive à s'adapter à beaucoup de choses. C'est les changements de rythme qui posent problème. Donc, concrètement, l'horloge biologique, si elle a moins de 3 heures, 2 heures, c'est l'idéal, vous pouvez récupérer sans avoir de problématiques nocives pour l'horloge biologique. Et alors, si on revient sur l'éveil, hein, ça c'est une chose que vous avez beaucoup insisté là au début du webinaire. Du coup, qu'est-ce qu'un bon éveil, un éveil de qualité? Un éveil de qualité, c'est un éveil dont je suis content. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, je me lève, bah tiens, j'ai des idées positives, je suis de bonne humeur. Alors, je suis gaucher, moi, j'aime pas cette expression se lever du pied gauche, parce que ça aussi, ça repose sur des choses qui sont des croyances. Mais en attendant, se lever avec envie d'ouvrir les volets et de prendre un bon café, c'est-à-dire d'avoir ce côté plaisir d'aborder la journée, c'est un bon éveil, même si j'ai dormi 3-4 heures. Donc voilà, je veux dire, après, c'est sûr que si vous vous levez, qu'il fait froid, qu'il y a pas de lumière, que ma cuisine est en dérangement et que j'ai pas de café, sa journée commence pas bien. Donc c'est mettre en place, des habitudes, des rituels qui font que j'ai plaisir à me lever le lendemain, puisque je sais que ça risque d'être agréable.
Et si on revient peut-être un petit peu sur tous les produits, alors hors médicaments, hein, qui aujourd'hui ont aussi fleuri autour du sommeil. Donc, on a à la fois toute la partie un peu analyse du sommeil et après, du coup, les aides à l'endormissement, donc qui sont soit par la lumière, soit par des méthodes de relaxation. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, accompagne bien le consommateur aujourd'hui dans un sommeil, dans sa quête de sommeil de meilleure qualité? Bah, je pense déjà que c'est très lié à l'éducation au sommeil et notamment à enlever les croyances. Une croyance qu'on a souvent encore, j'ai encore entendu la semaine dernière, heu, j'arrive pas à m'endormir à 22:00, et ça me pose problème parce qu'on m'a dit que le sommeil avant minuit comptait double. Si une personne du soir s'endormait à 00:30, bah, c'est pas un problème. Pardon. Donc ça, je veux dire, c'est vraiment une chose, enlever les croyances. Excusez-moi, ouais, c'est l'hiver, il y a pas mal de virus qui traînent. Je vais tester, hein, j'ai pas de problème. Je précise, en dehors de la caméra, c'est pas un problème, mais pour les gens qui sont dans la pièce, j'ai pas de souci. Donc hem, un point qui peut nous aider aussi, c'est tout ce qui est, outils connectés, à condition de ne pas les utiliser comme étant quelque chose qui détient la vérité. On a pas mal de gens qui nous disent, «Voilà, j'ai pas assez de sommeil non profond» et cetera. En fait, toutes ces devices pour l'instant montrent qu'ils sont, à 60 valables. Il y a 40 d'erreurs. Finalement, la chose la plus simple, je pense que c'est la lumière. La lumière, effectivement, on a développé des produits avec vous, effectivement, qui accompagnent donc à la fois l'endormissement et l'éveil avec donc différentes longueurs d'onde. Et puis, on a cette technique aussi de cohérence cardiaque. Ouais. Je peux vous parler un petit peu justement de travail qu'on a fait avec vous sur le développement de Dreamer ou d'Alois. Mmh. Ouais, parce que François, finalement, les gens regardent un device, une montre, une ceinture de matelas, produisent de la donnée, se disent c'est une donnée qui est réelle, alors que la lumière, finalement, il peut y avoir aussi beaucoup de croyances qui font que je n'y crois pas, ça ne marche pas. Voilà, c'est aussi la difficulté qu'on a à porter tous ces objets auprès du grand public qui, de toute façon, va plutôt considérer que la vie médicale et la prise de médicaments est une assurance au sommeil. Oui et puis, on a fait, il y a 2 ans, un consensus sur la lumière avec des spécialistes, qui sont, pardon, potentiellement, disponibles, hein, grand public, qui montrent que la longueur d'onde est vraiment quelque chose, d'extrêmement important. Non, je pense que déjà la lumière, ça paraît simple et c'est tellement naturel que ça n'a pas été appris dans les études de médecine. Prix Nobel 2017 quand même, hein, sur, Mhm. l'influence de l'horloge biologique sur la lumière. Les cellules à mélanopsine, qui sont des cellules ganglionnaires de la rétine au niveau périphérique, ont été identifiées en 2002. Alors la plupart des médecins, je dirais de ma génération, ont été formés dans les années 80-90 et on a été formés sur la médecine de jour. Donc on ne sait même pas que ça existe. On a été formés chimiquement, mais pas toujours sur l'influence des photons sur, l'horloge biologique, ce qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques, qui sont quelques millimètres cubes de neurones qu'on a, derrière le tractus, derrière le tractus optique, hein. Donc c'est quand même de découverte relativement récente. Il y a un problème de formation aussi des médecins. Ça veut dire que nous, en tant que spécialistes du sommeil, on fait de la formation, de l'éducation aussi aux professionnels de santé. Parce qu'il y a ce décalage entre ce que la recherche fait et ce qu'on a. Et je vais même encore plus loin. On s'est aperçu dans la dernière publication, il y a 2 publications qui, quand je dis des consensus qui sont arrivés, qui montrent qu'en fonction de l'âge, la longueur d'onde a un effet différent, mais ça joue sur quelques nanomètres. Chez les jeunes, on sait que c'est 480 nanomètres, c'est la couleur bleu cyan, mais chez les personnes plus âgées, on sait que c'est du 510 nanomètres, c'est plutôt dans le vert. Donc, c'est-à-dire, les effets de la lumière sont beaucoup plus importants qu'on ne pensait sur la précision, premièrement. Deuxièmement, on s'est aperçu que la durée d'action, on pensait qu'avant c'était 45 minutes de lumière blanche. En fait, on s'aperçoit que des flashs lumineux, parfois d'1 à 2 minutes, sont positifs. Et une des dernières études que nous, on a fait,
c'est pour la Marine nationale. Donc, je veux dire que c'est des choses qui, même, on ne dit pas n'importe quoi. Pour les sous-marins, on fait une étude en 2015, et là, pour la Marine nationale, qui sont maintenant dans des corvettes ou dans des frégates où ils ne voient pas la lumière du jour, on reproduit de la lumière du jour en fonction des heures de travail en 3/8, parce qu'avec des gens qui travaillent avec des horaires décalés. Et donc, la lumière est le principal synchronisateur de l'horloge biologique. C'est clair et net. Et donc ça, maintenant, il faut le faire diffuser au grand public, qui souvent, d'ailleurs, en sait un peu plus parfois que des professionnels de santé qui n'ont pas toujours le temps d'aller là-dessus. Mais aller sur les consensus lumière de la SFRMS, c'est libre d'accès. Société française de recherche de médecine du sommeil, vous verrez, on est 3 spécialistes là-dedans qui ont fait ça à disposition des professionnels. Et on détaille très, très bien les effets de la longueur d'onde sur le cerveau humain. Alors, François, on peut peut-être évoquer le sujet du dispositif médical, quoi. Globalement, en France, on sait qu'on a la sécurité sociale, on sait que globalement, faire des objets intelligents, connectés, c'est parfois associé aux gadgets connectés. On voit bien que le retail, hein, ça le concerne beaucoup aujourd'hui, a beaucoup de mal à mettre en œuvre ces objets auprès du grand public. Et il n'est pas évident que quand je pense sommeil, je pense santé, j'aille m'équiper chez Darty ou chez Boulanger. Donc, c'est comment le corps médical peut-être effectivement peut promouvoir tous ces objets, considérant que derrière, il y a des vraies garanties et que vous portez au quotidien. Ça, c'est vraiment, je dirais, un changement de mentalité. Mais ça commence à venir. C'est-à-dire qu'il y a le problème de est-ce que c'est remboursé ou pas remboursé. Et, encore une fois, les patients, parfois, disent c'est remboursé, pas remboursé, mais ils le disent de moins en moins. Et à la limite, ceux qui disent le plus on est conscient, c'est parfois le corps médical qui dit finalement, si c'est pas remboursé, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui marche, quoi, hein? Et je pense que c'est en train de passer. Par exemple, quand moi je suis en consultation depuis 20 ans à l'Hôtel-Dieu, j'ai gardé une consultation hospitalière, quand je leur parle de luminothérapie et qu'ils me disent mais où est-ce que quel type d'appareil? Déjà, il y a la luminothérapie, vous savez, les panneaux lumineux, parce qu'il y a une vraie pathologie derrière. Et puis, il y a des outils qui vont vous permettre de ne plus vous endormir, etc. Ils me disent, mais ça se trouve où? Je leur dis, chez Darty, chez Boulanger, je leur donne les marques. Ça peut être Terraillon. C'est des gens, j'ai aucun problème à le dire, hein, parce que il faut être dans le côté pratique. Les gens, ils font ce qu'ils veulent ensuite. Mais si vous dites il faut que ça soit remboursé par la Sécu, OK, vous venez à l'Hôtel-Dieu, il y a X mois d'attente, on dépose que 15 lampes, parce que c'est des lampes comme ça qu'on va prêter aux gens pendant 3 semaines sur l'horloge biologique. Et les gens disent non, non, mais nous, c'est un truc qu'on veut chez nous. Donc, on en est là, mais moi, j'ai aucun problème, encore une fois, à donner sur Internet des choses très concrètes. Je cite un autre exemple qui n'a rien à voir avec la lumière. Mais on a des gens, vous savez, on a 1 million de gens qui ont ce qu'on appelle des PPC, là, c'est-à-dire des masques pour bien respirer la nuit. Et la plupart des gens, il y a des fuites. Et pourquoi il y a des fuites? C'est tout simplement parce que leur oreiller, quand il tourne la tête au niveau sur le côté, le masque, il fiche le camp, il y a des fuites. On leur dit, il y a des oreillers où on leur fait regarder sur Internet, on va regarder ensemble, il y a des oreillers en X. Achetez ça et vous verrez, vous n'aurez plus de fuite. Les gens, ils comprennent très bien. Et ils ne vont pas vous poser la question de savoir si c'est un dispositif médical, entre guillemets, ou pas. Ça marche. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit sur le côté extrêmement pragmatique et encore une fois, pas dogmatique. Mais c'est vrai qu'on a une résistance du monde médical qui dit, mais est-ce que c'est vraiment sérieux? C'est à nous d'amener la biographie, la bibliographie qui montre que ça l'est. En plus, il y a une vraie demande des consommateurs. Il y a une vraie demande des gens d'aller vers des notions naturelles, des notions qui n'ont pas d'effet secondaire. La grande tendance qu'on a en ce moment, c'est donnez-nous des trucs qui ne sont pas des médicaments. Je pense qu'on peut être optimiste sur le fait que les gens sont de plus en plus éduqués et bien éduqués. À nous aussi de donner les bonnes informations sur les bons supports Internet, parce que c'est maintenant ça que les gens vont regarder. Alors, tiens, justement, à ce moment-là, à cet endroit-là, j'en profite pour faire la promotion d'un site qui est d'éducation au sommeil, qui est labellisé avec la petite Marianne. C'est l'Institut national du sommeil et de la vigilance, INSV, et qui a justement toutes les revues, la biblio qui montre l'efficacité des techniques sur l'insomnie, sur les problématiques différentes autour du sommeil.
et avec des gens qui sont mes pairs, hein, qui justement sont destinés à donner de l'information la plus possible pour le grand public. Pas de questions supplémentaires? Est-ce Non. que... Ah, si. Changement d'heure. Comment gérer le changement d'heure? Ah, ben voilà, ça y est, on y est. Bon, faut pas dramatiser. Parce que, comme vous l'a dit Didier au début, vous allez dormir 1 heure de plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en plus, on va se rapprocher de l'heure solaire. Je ne sais pas pour vous, mais ce matin, quand je me suis levé, moi, il était 7h30, bah, il faisait nuit noire. Et c'est pas agréable, quoi, hein. En plus, si vous êtes en Bretagne, c'est encore pire, parce qu'on est vers l'ouest. Donc, le temps que le soleil se lève, il va y avoir 1 demi-heure ou 1 heure de décalage. Et l'heure d'été, qui est très bien socialement pour faire des barbecues, même pour avoir des problèmes pour faire dormir les jeunes enfants, c'est un décalage de 2 heures qui est lié, vous savez, en 74, c'est notre problème d'énergie. En attendant, 2 heures de décalage horaire, c'est pas loin de ce que l'horloge biologique a un peu de mal à supporter. Donc là, on va gagner 1 heure. On va gagner 1 heure de sommeil, c'est plutôt bon signe. On dit que quand on se décale, comme on fait là, vers l'ouest, c'est-à-dire que le soleil, on va vers le soleil, il faut généralement 1 jour pour que les hormones se recalent par heure de décalage horaire. Donc, théoriquement, en 1 jour ou 2 jours, les gens, ça va le faire. Et chez les enfants, c'est un peu plus long, mais encore une fois, ça se met relativement bien en place. Ce n'est pas la même chose lors du décalage du printemps. Là, on va s'éloigner de l'heure solaire et on va avoir plus de temps à se recaler. Mais le meilleur calage, c'est de s'exposer à la lumière dès qu'on se lève. Alors, si il fait gris en ce moment, exposez-vous à un simulateur d'aube qui est bien proposé maintenant justement dans le retail, parce que ça marche. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est utile. D'un point de vue très pratique, là, je m'occupe aussi des équipes de France de rugby. On a une équipe de France féminine là, qui est partie en Nouvelle-Zélande. Et on m'a fait intervenir la veille du départ. Je veux dire, c'est un décalage horaire de 10 heures. C'est quand même un peu un problème, mais je leur ai donné, moi, les outils. Je leur ai dit, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais 1 demi-heure pour expliquer à 40 joueuses ce qui allait se passer, parce qu'il y en avait qui n'avaient jamais pris de décalage horaire. Donc, vers l'Est, ça va être difficile, que si on ne faisait rien, 10 heures de décalage horaire, c'est 15 jours pour s'adapter. Alors, la compétition, elle a eu 1 semaine après, plus le risque de blessure, ainsi de suite. Ils sont partis avec des outils. Ils sont partis avec des simulateurs d'aube, ils sont partis avec une immunothérapie à mettre au petit déjeuner parce que c'est du collectif. Et les retours que j'ai, c'est qu'il y a 2 aspects. Il y a un aspect physiologique, je bloque la sécrétion de l'insuline au moment où il faut, le cerveau s'adapte plus rapidement, on gagne du temps. Et on va s'adapter en 2-3 jours, alors qu'il y a 10 heures de décalage horaire. La deuxième chose, c'est que j'ai un outil qui me permet de ne pas subir l'environnement. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide, et ça, c'est au niveau comportemental. J'ai quelque chose qui me permet de dire, OK, je vais me lever, et j'ai toutes les chances de me lever dans de bonnes conditions, parce que ça marche, ça fonctionne. Ce n'est pas la méthode Coué, ni du placebo. C'est le fait qu'on met en place quelque chose qui fait que je ne subis pas l'environnement, mais je suis actif par rapport à l'environnement. C'est les techniques cognitivo-comportementales. D'ailleurs, ces techniques cognitivo-comportementales qui, en France, commencent à se développer, mais qui ne sont pas remboursées par la Sécu. Nous, on le fait à l'hôpital public parce que justement, ça a un rôle de recherche. C'est qu'on s'aperçoit qu'on a 80% d'efficacité sur les insomnies psychophysiologiques, c'est-à-dire le même taux de réussite que les antidépresseurs, sans les effets secondaires des antidépresseurs. Et dans ces techniques cognitivo-comportementales, on apprend aux gens l'effet de la lumière, l'effet de la mélatonine, et ainsi de suite. C'est en gros, modestement, ce qu'on a pu faire ensemble là, c'est la première étape des techniques cognitivo-comportementales avec vous. Oui, s'il n'y a plus de questions, je vais conclure sur cette matinée. Donc, bien évidemment, je voudrais remercier les équipes Terraillon qui ont travaillé sur cet événement et bien entendu les équipes d'Open to Europe. Merci Anne pour avoir fait cette matinée passionnante et la gestion de ces questions avec François. François, merci, franchement, ça devrait être remboursé par la Sécu, ce genre de matinée, parce que
Moi, j'ai un plaisir à t'écouter. J'aurais pu y passer la journée. Et j'apprends tellement, moi qui suis un petit dormeur. Et donc, au-delà des équipes de France de rugby, je pense qu'il y a des dirigeants d'entreprise aussi qui pourraient mener des consultations. Donc, merci pour tes précieux conseils. Ce webinaire, donc, changer ses habitudes au quotidien, la clé pour un sommeil réparateur est maintenant terminée. Alors, vous l'avez compris, hein, la privation du sommeil n'est pas inévitable. On peut changer nos comportements afin de mieux dormir. Notre sommeil aime la routine et l'exposition à la lumière est cruciale, et ça, tu l'as bien rappelé, François. On a de nombreuses études qui ont démontré que la lumière bleue augmentait la vigilance et que la lumière rouge aide à la sécrétion de mélatonine. Ça fait maintenant 6 ans qu'on travaille ensemble et qu'on valide scientifiquement avec le Centre européen du sommeil et François Duforez tous ces objets conçus avec des longueurs d'onde lumineuses parfaites pour endormir et pour s'endormir rapidement et nous éveiller en pleine forme. Je pense que encore une fois, euh, on attend beaucoup de ces journées, de ces webinaires pour que, effectivement, les nombreux journalistes ce matin qui nous ont rejoints et qui ont forcément, à travers leurs questions, trouvé pertinent toute cette approche non médicamenteuse, puissent se faire le relais auprès du grand public et de la distribution retail et pure player, puisqu'on ne trouve pas encore nos appareils en pharmacie. Et puis, peut-être pour terminer, puisqu'une simple démonstration vaut plus qu'1 million de mots, je vous propose de vous faire parvenir, si vous le souhaitez, dans les jours qui viennent, un activateur de sommeil que vous pourrez utiliser vous, personnellement, et peut-être vous permettre de faire de beaux rêves, notamment lorsque le matin pointe à l'horizon. Donc voilà, vous aurez le choix et je vous laisse gérer ça avec Open2 sur Dreamer ou Aloha, qui sont les 2 dernières nouveautés qui ont été présentées par Terraillon, sachant que à l'IFA de Berlin, nous avons présenté en avant-première Yuma, qui est un nouvel activateur de sommeil connecté qui sortira en 2023 et qui va justement utiliser une application mobile avec énormément de contenu, avec du son, des voix, de la sophrologie, et qui va justement aller au-delà du réveil et de l'endormissement, mais nous permettre également de parler de la sieste. Et moi qui passe beaucoup de temps en Asie, je peux vous assurer que en Chine notamment, la sieste en entreprise est reconnue mondialement. Voilà, donc c'est des choses qui sont extrêmement passionnantes. On pourrait y passer des jours. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que nous avons pu répondre à l'ensemble des questions et vous n'hésiterez pas à revenir vers Terraillon ou Open2Europe si vous avez des besoins particuliers ou des informations nécessaires sur la proposition qui est faite sur nos produits et sur la relation que nous avons avec le Centre européen du sommeil. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Profitez bien de tout ça et puis à très vite.